Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au temple du DevSecOps. Aujourd'hui, on vous embarque dans un temple mystérieux au cœur des profondeurs de vos pipelines CI/CD. L'objectif du talk, comprendre les enjeux, éviter les pièges, découvrir de précieuses reliques de sécurité, des secrets oubliés et en ressortir vivant et sain d'esprit. Moi, c'est Mehdi Chila, alias Unicorn Master, gardien des artefacts DevOps, dompteur de pipeline et modeste prêcheur du Dieu violet. Je suis responsable socle forge logiciel pour le groupe IMA. Et bonjour, moi c'est Jean-Baptiste, du coup Commandman, le viking des build breakers. Et du coup, je suis actuellement tech lead pour le groupe IMA en prestation. Et ensemble, on va parcourir le temple du DevSecOps afin de vous montrer donc les dangers qui le hantent, vulnérabilités, fuites et les erreurs humaines, les outils pour éviter tout ça, des fouets, des chapeaux, mais surtout du code. Et une petite démo de notre camp de base Kubernetes avec tout notre outillage. On espère que vous êtes prêts à dégainer votre fouet pour plonger dans l'obscurité de ce talk. Donc qui vous apportera malheureusement pas la jeunesse éternelle, mais peut-être un pipeline sécurisé. Alors, avant de plonger dans ce temple du code, une petite pause s'impose. Parce que ce genre d'endroit, les murs transpirent les pièges et la malédiction, et surtout la vulnérabilité. Depuis plusieurs années, les failles de sécurité, les fameuses CVE, un peu des artefacts maudits qu'on retrouve dans tous les vieux donjons, explosent. Le nombre double environ tous les 4 ans. C'est un peu comme si quelqu'un s'amusait à ajouter des serpents dans notre sac à dos. Et vous savez ce qu'Indiana Jones pense des serpents, n'est-ce pas? En 2023, c'était plus de 25 000 CVE. Certains aussi inoffensifs qu'un coup d'épée de Perceval, mais d'autres beaucoup plus violentes. On pense évidemment tous à Log4Shell, qui a transformé des milliers d'applications Java en temples piégés ou à la fuite de données de France Travail, digne d'un parchemin confidentiel égaré dans la taverne du coin. Pour un groupe de plus de 25 000 employés, la moyenne atteint 5,5 millions de dollars. Elle chute à 2,6 pour les organisations de moins de 500 employés. On a dénombré qu'environ 78% des vulnérabilités pourraient être évitées avec une approche DevSecOps. Ce sont les chiffres d'IBM Security de 2020. Mais on oublie souvent quelque chose de fondamental. Ce n'est pas la faille qui fait mal. C'est le temps qu'on met à la repérer et à la corriger. Le fameux MTTR. Plus le délai est long, plus les conséquences sont graves. Perte de données, interruption de service, réputation. Et là, personne ne veut plus entendre parler du projet ou du produit. Si le MTTR est trop long, c'est un peu comme entrer dans une crypte infectée de scorpions. Pardon, donc, c'est un peu comme une... Vas-y, enchaîne. Je n'ai pas suivi où tu étais. J'en étais là. Oui, sans torche, sans fouet et avec board en guide. Donc voilà pourquoi l'approche est claire. Du coup, on ne court pas après la faille comme un aventurier en panique, parce que ça c'est le meilleur moyen de se faire avoir par le piège. Et on prépare le terrain, on lit tous les glyphes, les journaux, comme Indy. Et du coup, on fait du DevSecOps. Donc, le DevSecOps, hop là. Ah, j'avais oublié ça. Donc voilà, quelques exemples donc de failles et enfin pas de vulnérabilité, d'incidents en production. Donc on voit qu'il y a des gros Américains qui sont tombés et des plus petits Français. On pense surtout à France Travail. Donc pour ceux qui sont déjà allés chez France Travail, il y a de fortes chances que vos données soient sur le net. Assez récemment, finalement, le CHU de Rennes aussi qui est tombé. Ouais, un exemple un peu plus local voilà. En 2023. Avec des données médicales qui sont retrouvées sur Internet. Donc ça, c'est moyennement drôle. Hop là. Alors, pour éviter donc de marcher sur un piège, il faut une carte. Un peu un vieux parchemin, pas un vieux parchemin gribouillé, à moitié rongé par les rats. Il faut une vraie carte claire, précise, qui nous indique la marche à suivre.
Donc le DevSecOps, qu'est-ce que c'est? Le DevSecOps, c'est l'évolution naturelle du DevOps. Mais cette fois, la sécurité, on ne va pas s'en occuper à la sortie. On va s'en occuper dès le début, afin de faire partie de l'expédition avec l'équipe sécurité. On parle souvent de shift left, ramener la sécurité au plus tôt dès l'écriture du code et prendre en compte les bonnes pratiques de développement. C'est un changement, en fait, ça reste un changement de culture. La sécurité donc devient un réflexe collectif, pas uniquement au niveau du développeur ou au niveau de l'équipe sécu. C'est vraiment un global. C'est un peu comme on fait en sorte que les développeurs deviennent des explorateurs responsables, pas des archéologues qui déclenchent des pièges sans le savoir. Pourquoi on fait tout ça? C'est la question principale. C'est gagner la confiance des utilisateurs. Capital essentiel donc dans l'économie numérique. Donc pour la confiance, la conformité réglementaire, donc respecter les normes telles que DORA, par exemple, mais également, donc, comme on en parlait, réduire le MTTR. Plus on est rapide à détecter et à corriger, moins on finit écrasé par une boule géante. Et bien sûr, faire des économies. Un budget sécu en prod, c'est un peu comme perdre le Graal parce qu'on a oublié de vérifier si le bol était piégé. Ça coûte très très cher. En bref, le DevSecOps, c'est l'art de naviguer sur un terrain miné, sans déclencher les pièges, sans perdre la relique, sans faire hurler la conformité. Et comme dirait un certain roi, si c'est pour finir empalé à cause d'un oubli de test, on ne va pas se gêner pour gueuler. Attends. Alors, Indiana Jones, tout charismatique qu'il est, il part jamais seul. Du coup, les aventuriers du DevSecOps, ils partent jamais seuls non plus. Ils ont besoin, du coup, de leur management, parce que, on le sait tous, si le management ne suit pas, les projets ne suivront pas. Du coup, c'est un peu comme... là, j'ai perdu le nom. C'est un peu comme Marcus Brody avec Indiana Jones, l'universitaire qui aide Indy dans tous ses films. Pour nous, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas de top management pour nous suivre, ça avancera pas, ou on n'aura jamais les fonds, ça va râler. L'adoption par les autres équipes va être toujours très longue, très chiante. Du coup, le but, c'est de vraiment trouver un top management qui va nous suivre. Après, l'équipe sécurité, ils ne sont pas que là pour nous embêter, même si très souvent ils nous embêtent. Ils sont là aussi pour nous accompagner, justement, pour aller voir ce top management, pour proposer des solutions, nous aider à trouver du budget, toutes ces choses-là. Et après, il y a les développeurs et les opérations. Donc là, ça va être le plus gros du travail. Ça va être faire changer les mœurs autour de la sécurité. Ça ne doit plus devenir une contrainte, mais ça doit devenir naturel. Et ça demande énormément de travail, de workshops, de guildes, d'acculturation des équipes. C'est un travail énorme. Hop là. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est dans les grandes lignes le pipeline DevSecOps qu'on a mis en place chez IMA. Donc en gros, on commence avec, chez nous, un GitLab qui est en SaaS aujourd'hui. On part sur de l'analyse statique, donc ça va être SonarQube, GitLeaks, et potentiellement d'autres analyses en fonction des langages, je pense à GoVulnCheck, etc. On va faire de l'analyse de dépendance, grâce à Dependency Track. Enfin, ça va être l'affichage des dépendances. Mais nous, dans notre cas, ça sera Trivi qui va gérer les dépendances. Hop, voilà, il y a une super liste. C'est ça, donc on va avoir SonarQube, qui sera un peu notre filaire éclaireur, qui va scruter le code à la recherche de bugs, de mauvaises pratiques. On va avoir donc GitLeaks pour lutter contre la fuite des secrets, parce que le nombre de secrets qu'on peut retrouver sur une base code, c'est impressionnant. On va avoir donc un checkmarks qui va nous permettre d'identifier les vulnérabilités critiques, avant même qu'elles passent en prod. Dependency Track et OWASP Dependency Check qui vont veiller sur les dépendances, à vérifier qu'on n'ait pas de dépendances obsolètes. Snyk et Trivi, nos éclaireurs qui vont scanner nos conteneurs, nos librairies, qui seront toujours à l'affût. Ensuite, on a mis en place également donc, un HashiCorp Vault, un coffre-fort numérique distribué qui va nous permettre de
faire du roulement de mots de passe et éviter d'avoir des simples mots de passe voltés. Pour la partie déploiement, on est parti sur de l'Argo CD. Ça va orchestrer nos clusters Kubernetes afin d'être sûr que tout se déploie correctement. Et côté communication, on s'est basé sur Cert Manager pour gérer nos certificats SSL. Et enfin, on utilise OWASP Zap pour la sécurité dynamique. Ce scanner donc, attaque nos applications comme un véritable explorateur, testant la solidité des murs. Et ça, c'est indispensable avant de se lancer dans la jungle de la prod. Enfin bref, tous ces outils ne sont que des pièces du puzzle, un compagnon de route indispensable pour que notre quête DevSecOps ne tourne pas au cauchemar. Alors, êtes-vous prêts à découvrir tout ça, comment ça s'assemble en action? Hop là. Et du coup, la démo, c'est moi qui vais prendre la main. Du coup, on va faire le tour du pipeline. Alors, on va faire un petit disclaimer tout de suite. Vas-y. C'est pas le code d'IMA. J'ai tout refait à côté parce que forcément, on ne peut pas tout dévoiler, ça serait trop beau. C'est donc du coup pas du code qui est prêt à partir en production. Et on mettra à disposition un repo GitHub pour que vous puissiez quand même voir les idées. Le but, c'est de vous montrer que c'est pas si compliqué que ça, la preuve, j'ai réussi. Et surtout que vous donnez envie de le refaire après dans vos entreprises et de proposer ça à vos entreprises. Parce que la sécurité, c'est très important. Et ça évite plein de gros soucis. Hop là. Alors, eh bien oui, forcément. Touk. Paf. Donc, pour commencer, alors c'est de quel côté? C'est de l'autre, forcément. C'est super pratique. Hop là. On va vous présenter une petite application. Hop là. Donc, j'ai développé pour l'occasion. Donc, c'est une petite application qui va permettre de uploader des photos pour les mariages. Donc, parce que j'ai déjà eu le cas et c'est toujours très chiant de partager les photos des mariages avec les mariés. Et du coup, cette application-là, elle a des petites failles de sécurité. Et du coup, le but, ça va être de montrer que, en fait, grâce à notre pipeline, on peut les détecter assez tôt, avant que ça arrive en production. Donc là, oui, c'est déjà en production, je suis d'accord. On va partir du principe que c'était une appli legacy. Et du coup, on va faire le tour un peu du pipeline, voir comment ça s'orchestre, comment on peut sécuriser la supply chain, parce qu'on a vu qu'il y avait Dora, mais il y a surtout, pour ceux qui travaillent dans le bancaire, il y a NIS2, oui. Qui est très chiant et qui demande aux entreprises de sécuriser leur supply chain. Voilà. Hop là. Alors. Tac. Je vais faire autre chose. On ne va pas recopier. Non, si je ne vais pas y arriver. Changer. Voilà, c'est mieux. Comme ça, je peux voir aussi. Tac. Paf. Hop. Je ne sais pas si on voit. A priori, on arrive à voir. Nickel. Pas très bien. Alors, Ouais, on avait dit qu'on était... oui, j'ai un petit peu oublié d'enlever le dark mode, je suis désolé. Tac. Thème. Ouf, ça... ça fait mal aux yeux quand même. Du coup, on va commencer. Donc aujourd'hui, nous on est sur GitLab CI, sachant que quel que soit votre moteur de CI, ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. J'ai déjà mis ça en place sur du GitHub Action, où ça marche très bien aussi. Sur Gitty. Oui, sur Gitty, on a essayé. Et dans ma précédente mission sur Jenkins. Donc tout ça, tout ce que je vous ai montré après, c'est Adaptable. voilà, c'est adaptable. Donc on commence par quoi?
on va voir les stages. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en premier? On teste une application quand elle rentre dans un pipeline. On va tester. Donc nous, dans les tests, c'est une application en Go, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Donc on va lancer les tests en Go. Moi, j'ai choisi de faire passer GitLeaks au moment du test, parce que le but, c'est qu'on l'ait vraiment au plus tôt. Le fait qu'il y ait des leaks de données. Et surtout, potentiellement, je vais tester que même dans les tests, il n'y a pas de leak, parce que ça peut arriver que certains développeurs un peu malencontreux s'amusent à mettre des API keys d'environnement directement dans les tests pour pouvoir faire des tests d'intégration directement sur les environnements hors prod. Donc, un petit coup de GitLeaks, et après, on va passer à l'audit. Donc, dans l'audit, on fait des audits de sécurité, donc là, en Go, donc ça va être du Go Vuln Check pour récupérer la liste des vulnérabilités. Code Quality, on fait passer du GoVet. Et après, on fait passer du sonar. Alors, j'imagine qu'ici, tout le monde a déjà fait du sonar. Et vous vous rendez compte que là, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on a l'habitude de voir dans nos CI quand on lance du sonar. Pourquoi? Parce que du coup, comme je le disais avec NIS2, on doit sécuriser nos supply chains. Et donc pour ça, sur GitLab, c'est vrai que c'est super. Enfin bon, passons. On doit stocker du coup des tokens pour pouvoir appeler Sonar et du coup mettre à jour Sonar. Et du coup, là, le but, c'était de dire, en fait, même les tokens de la CI, on va les sécuriser dans le Vault. Donc aujourd'hui, j'ai mis du HashiCorp Vault. J'ai créé donc ce qui s'appelle des app roles. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que sinon, il faut la demi-journée. Et du coup, je vais en premier donc, récupérer ce token Sonar, lancer du coup mon analyse, et normalement, tout devrait bien se passer. Là, donc, on peut voir aussi qu'on ne le fait pas sur toutes les branches, parce que ça n'aurait pas grand intérêt de lancer toutes les étapes sur toutes les branches. Donc ça, on le verra un peu plus tard quand je lancerai les pipelines. On build, ça normalement, ça devrait le faire. Et on package en image Docker. Hop, une fois qu'on a cette image Docker, nous on a fait le choix de passer les scans de vulnérabilité après, parce qu'on scanne et l'application et le conteneur en tant que tel. Donc pour éviter qu'on se retrouve avec des images qui sont basées sur du Alpine dans une version qui est tellement vieille que même moi je ne les ai pas connues en production. Donc hop, on fait passer du Trivy qui va remonter ça au format Cyclone DX et qui sera après mangé par Dependency Track. Et intégré dans Defect Dojo. On déploie, donc là c'est du Git, c'est du Argo CD, du coup je trigger un downstream sur un autre projet qui contient toutes les manifestes, on y viendra après. Et on fait passer du coup le fameux WASP-ZAP. Donc là pour la démo, je l'ai mis en baseline parce que le but c'est pas que ça dure 3 heures, parce que ça peut être assez longuet en fonction de la taille de votre site à tester ou de votre API. Parce que ça peut aussi fonctionner avec directement un JSON OpenAPI. Et du coup, c'est à peu près tout ce qu'on fait, ce qui est déjà pas mal pour une CI. Et donc tout ça, on va le balancer dans le Dependency Track et dans Defect Dojo. Donc voilà pour le petit tour. Et maintenant, on va aller s'amuser. Parce que comme vous pouvez le voir, ça ne se passe pas forcément super bien dans la CI. Et du coup, on va aller voir pourquoi. Tac. Donc là, par exemple, il y a du GitLeaks. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que dans Auth.go, il y a un petit malin qui s'est amusé à laisser un secret. Donc là, bon, c'est du Shopify parce que je l'ai mis à la main pour le truc. Et la clé était plutôt facile à générer. Donc là, on a détecté que, par exemple, sur cette branche-là, on a un secret qui se balade. Du coup, hop là, ce qu'on peut aller faire, c'est aller récupérer du coup, hop, ce petit secret. On va le supprimer. Et là,
on va pusher. Et normalement, ça devrait être magique. Et j'étais pas sur la bonne branche, mais c'est pas grave. Ça fonctionnera quand même. Perdu. Oh là là. C'est mieux si on envoie. Allez. Hop là. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer le GitLeaks. Normalement, ça devrait bien se passer. Enfin, on peut voir que j'ai fait des tests et que ça se passe bien, donc il y a peu de soucis. Et comme ça, après, on va pouvoir avancer dans les autres outils. Alors, petit warning, plus vous faites de tests, plus votre CI est longue. Et du coup, plus ça va agacer les développeurs, parce que, comme tous les développeurs, on n'est pas patient du tout. Et du coup, tester la sécurité, c'est long. Et ça demande pas mal de ressources. Parce que du coup, plus vous avez de projets en parallèle, enfin plus votre entreprise est grosse, plus vous avez de projets, plus il faut lancer de tests de sécurité. Plus il faut de runners. Plus il faut de runners, plus ça va être long, plus ça va s'engorger, et plus les ops seront pas contents parce qu'on prend trop de ressources. Hop là, donc là, les tests, ça va être un peu longuet. Hop, je vais aller voir directement dans Sonar. On va pré-shot un peu. Tchouk. Du coup, on peut voir que j'ai deux applications. Donc dans mon cas, j'ai l'application Go classique. Donc ça va être vraiment l'application qu'on a vue tout à l'heure. Donc comme je développe relativement pas trop mal, il n'y a pas trop d'issues. Et j'en ai laissé un petit paquet pour qu'on puisse voir quand même. Donc ça, c'est du classique. Je ne sais pas si on a vraiment besoin de revoir Sonar, ce que ça fait. La plupart des gens, j'imagine ici, connaissent. Sonar, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait de la qualité de code, mais pas que. Ça fait des trucs vachement cool. Notamment, ça permet aussi de spotter des erreurs de sécurité. Donc ce qu'ils appellent des security hotspots. Alors, on a une version community, du coup, là-dessus, elle n'est pas... il manque quelques règles, à dire. La gestion des branches également. Voilà, la gestion des branches, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur la version Enterprise, il y a énormément de règles en plus, surtout sur la partie security hotspot et sur la plupart des langages. Et du coup, ça va vous permettre de spotter des petits problèmes, genre il manque un token CSRF, il manque plein de petits trucs comme ça. Ça va permettre de voir ça directement au moment où les développeurs codent, parce que bien sûr, comme on fait du shift left, les développeurs ont installé le plugin Sonar sur leur IDE. Et du coup, ça va permettre de corriger déjà des gros pépins directement au bout du deuxième stage. Voilà. Donc, je vais voir s'il est passé. Il est en cours. Forcément, ça prend plus de temps maintenant. Donc voilà. Donc ça, c'est Sonar. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Et tac, tac, tac. Après, il y a la partie build, ça pareil, je vais vous éviter toute cette partie-là. Package, c'est du Docker classique, donc bon, pas grand intérêt. Après, on va passer sur la partie vulnerability scan. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire en gros? Qui connaît le terme SBOM? Ça fait quand même un petit peu de monde, ça fait plaisir. Donc en gros, c'est un software bill of material. Donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être dans notre cas, sous le format CycloneDX, ça va être un fichier JSON qui va contenir en fait un hash de toutes vos dépendances. Et du coup, on va comparer ces hashes-là avec des bases de données. Donc par exemple, la NVD aux États-Unis, où il y a des bases de données Google, GitLab, ils en ont une depuis très récemment. Enfin, il y a plein de sources de CVS et CVE. Et du coup, ça va nous permettre de détecter, en fait, dans vos dépendances, à quoi vous êtes sujet comme vulnérabilité. Donc, par exemple, si je reprends, hop là,
un logiciel legacy chez IMA. Bah, avant la refonte. Avant la refonte, hein, bien sûr, refonte. on a corrigé. Donc on peut se rendre compte qu'il y a 10 erreurs critiques. Donc erreurs critiques, comment c'est calculé, c'est assez complexe. Ça se base sur un score qui s'appelle EPSS. Et ce score, en gros, ça va être plein de facteurs qui vont être mis ensemble. Est-ce que c'est sur Linux? Est-ce que ça a été découvert par Microsoft ou par Amazon? Alors ça peut paraître anodin comme ça, mais ça a son importance, etc. En gros, ce score EPSS, c'est un indicateur. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais c'est un indicateur qui, plus il est haut, plus va rendre la faille exploitable par les méchants monsieur. Du coup, c'est entre 0 et 1, et si on est à 0,99, bah là, c'est qu'il faut corriger très vite, parce que ça veut dire que c'est exploitable très facilement. Et du coup, bah, ça descend comme ça en criticité, jusqu'à l'eau où c'est pas anecdotique, mais ça, normalement, ne devrait pas engager trop vos applications. Et du coup, dépendant de Citrac, il est vachement sympa, il crée un score de risque. Donc ça, on va pouvoir le voir. Hop là. Hop là. Donc je l'ai fait passer, comme vous avez pu le voir, sur les applications. Et malheureusement pour nous, Golang, c'est vachement bien parce que quand c'est à jour, il n'y a pas beaucoup de failles de sécurité. Donc on ne voit pas de failles de sécurité. Par contre, si je reviens normalement un peu dans le passé, je devrais en avoir. Mais il ne me les a pas gardés. Ah, c'est dommage. Bon. Du coup, vous allez devoir me croire sur parole. Donc on peut avoir donc, les security risks. On peut, grâce au SBOM aussi, vérifier les risques de licence, éviter qu'il y ait un petit malin qui s'amuse à utiliser du MIT ou je ne sais quel autre type de licence qui pourrait vous mettre en risque. Et du operational risk, ça, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que même moi, je ne saurais pas trop dire à quoi ça sert. Et du coup, ça vous permet de le voir donc, par composant. Donc là, on peut voir que j'ai autant de l'Alpine. Alors, je suis désolé si on voit pas très bien, parce que là, il n'y a pas de... Il n'y a que du dark mode. On voit que j'ai Alpine dans une version 3.22.0, donc qui est la dernière. On peut voir tous les layouts, le BusyBox, SA Certificates, etc., etc. Et si j'avance, on peut voir aussi que j'ai donc, toutes les dépendances Go. Donc là, par exemple, j'ai Go Auth et j'ai normalement là, Go Crypto, donc là qui est dans la dernière version. Et ça vous permet aussi de voir, par exemple, bah, quel composant est outdated. Donc là, on peut voir que, par exemple, on a 4 composants qui sont pas la dernière version. Alors, ça va prendre avec des pincettes, parce que c'est pas parce que c'est pas la dernière version que c'est pas sécurisé. Hein. C'est pour ça que ça ne remonte pas en risque. C'est ça. Donc voilà pour des dépendants de Citrac. Hop là. Donc, hop. On va déployer la nouvelle version où le secret n'est plus là. Donc là, ça va ouvrir un nouveau pipeline vers ma partie GitOps. Et du coup, comme on est des gens bien, on fait aussi des vérifications dans la partie GitOps. C'est-à-dire qu'on va lancer du Sonar, parce que Sonar, c'est bien pour le Java, c'est bien pour le Go, mais en fait, c'est vachement bien pour l'IAC aussi. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, je vous invite à le faire. Ça fait remonter plein de choses super intéressantes à corriger. Notamment les limit requests. Souvent, c'est les petits développeurs sont sympas, ils laissent les trucs par défaut, ou encore pire, ils les mettent pas. Donc quand on est sur du cloud privé, bon, on va dire que c'est moins grave. Quand on est sur du cloud public, souvent le FinOps, ils sont pas super fans quand on fait des choses comme ça. Et du coup, c'est le deuxième projet qu'on voyait. Donc là, je me suis permis de laisser des petites issues. Bon, il n'y en a qu'une, mais au moins ça met en avant. Donc là, par exemple, je n'ai pas spécifié de storage request dans mon application. Donc il me dit, attention, il n'y a pas de storage request. C'est Sonar, du coup, il va vous dire pourquoi c'est un problème. Il va vous dire comment le fixer.
Donc là, hop là, ça va être en rajoutant des requests pour les ephemeral storage. Et il va vous dire, en fait, oui, mais ça ne suffit pas que, il faut rajouter du limit range, etc. etc. En sachant que par défaut, on a laissé les règles de base. Oui, on n'a pas customisé les règles. C'est vraiment la version community, du coup, c'est le minimum que vous puissiez attendre de Sonar, ça. Mais en entreprise, il est judicieux de définir collectivement les règles correspondant à vos usages et de les customiser dans l'application. Hop là, donc normalement il est passé, donc j'ai pas corrigé ces problèmes-là, donc ils seront toujours là. Et du coup, on passe à l'acceptance. Donc là, ça va être OWASP-ZAP. Donc en gros, OWASP-ZAP, qu'est-ce que ça va être? Ça a pas mal évolué dans le temps. Les plus vieux d'entre nous l'auront vu en mode proxy. Et aujourd'hui, c'est du coup un outil qui peut se déployer soit en mode proxy pour capter les flux et du coup apprendre de ses erreurs et générer des attaques, ou comme on l'utilise nous, donc en mode un peu comment dire, standalone. Donc c'est une brique qui se lance, il va avoir un nombre de règles prédéfinies par OWASP, donc il va aller vérifier les CSF, les content policy, il va vérifier plein de choses. Et il va crawler votre site. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention à la taille de votre site, parce que si on lance du OWASP-ZAP en mode full scan sur un site institutionnel, par exemple, va falloir prendre son mal en patience pour la CI. Et du coup, lui, il va vous ressortir un rapport. Alors, il est vachement sympa, OWASP-ZAP. Il va pouvoir vous le sortir en JSON, en HTML, en XML, etc. Sachant qu'aujourd'hui, la plupart des outils de visualisation de défects vont prendre du XML. Ouais, c'est super pratique. Donc voilà, donc là il est passé, donc on voit que j'ai plein de warnings. Donc j'ai pas mis mes CSP, j'ai pas de token CSRF par exemple. Et voilà, j'ai plein de petits défects. Et du coup, vous allez me dire, c'est cool, mais ton truc, c'est relou, parce que en fait, moi, en tant que dev, j'ai pas envie de m'embêter à aller voir les pipelines toutes les 5 minutes pour voir où on en est. Et du coup, pour ça, il y a un outil alors, qui est vachement bien, mais en même temps très très chiant, qui est Defect Dojo. C'est un superbe outil. C'est extrêmement chiant à mettre en œuvre. Et à intégrer. Là, clairement, c'est vraiment le truc le plus chiant à voir. Du coup, qu'est-ce que ça va faire? Donc, ça va prendre tous les fichiers qu'on a pu générer. Donc, là, je l'ai interfacé avec Dependency Track. Donc, je ne sais pas si on va le voir parce que du coup, comme j'ai pas de problème, on risque pas de le voir. Mais en gros, ça va faire remonter toutes les anomalies Dependency Track. En fait, ça va être vraiment un agrégateur de tous les rapports qu'on a pu générer avant. Donc ça peut prendre... là, je ne l'ai pas fait parce que sinon, ça allait être trop compliqué à montrer, mais on peut mettre du sonar, on peut mettre de l'OWASP-ZAP, on peut mettre du GitLeaks, on peut mettre du Dependency Track, etc. Enfin, ça agrège vraiment tout. Le but étant d'avoir un report en fait, à présenter avant une mise en production, afin de pouvoir attester de la sécurité et de la qualité de l'artefact avant la livraison en fait. Et surtout pouvoir dire qu'on a fait notre maximum. Exactement. Que s'il y a le moindre problème, c'est pas de notre faute. Alors. En tout cas, on aura fait le maximum. Du coup, comme là, moi j'ai intégré OWASP-ZAP, donc on peut voir que Zap, il est allé voir toutes ces URL là. Et on voit les findings qu'il a trouvés par URL. Par exemple, on voit que la partie upload, je l'ai un peu mieux sécurisée que le reste, ce qui paraît relativement logique finalement. Et du coup, on peut voir par composant aussi. Donc, s'il y avait des défects, on les verrait en active. On peut voir les duplicates parce que ça fait un peu peur au début, mais en fait, Defect Dojo, lui, il va garder chaque build de façon séparée. C'est-à-dire, il va créer un engagement pour chaque build.
Donc qu'est-ce que ça va faire en fait, c'est que si vous n'avez pas corrigé les 70 défects qu'il y avait, en fait, deuxième build, il va y en avoir 140. Et pourquoi? Parce que du coup, il faut pouvoir tracer. Donc les courbes ne vont pas monter à 140, hein, elles vont rester à 70. Mais au moins, on peut voir qu'entre chaque build, on peut voir ce qui a été corrigé, ce qui ne l'a pas été. Et bien sûr, quand on corrige un défect, tous les défects dupliqués seront annulés d'un coup. Sinon, ça serait ingérable. Et ça permet de sortir des jolis dashboards. Donc ça va être pour les managers, pour aller se faire mousser un peu. Du coup, on peut voir que là, on a 42 anomalies en cours. J'en ai clôturé quand même 301 avant ce talk. Voilà, ça permet de voir l'étendue de la dette technique en fait, du patrimoine de l'entreprise. C'est surtout ça. Voilà. Et donc si je vais là, par exemple, on peut voir que j'avais fait le test de SonarCube. Et donc on peut voir toutes les anomalies SonarCube qui remontent. Donc ça permet de voir et l'état de santé au niveau sécurité de votre application. Et surtout, ça permet aussi de voir potentiellement un état de dette technique dans un seul outil. Donc ça, souvent, les managers, ils adorent ça, parce qu'ils n'aiment pas les se balader dans les outils de Tecos. Et ça permet, hop là, si je vais là, donc d'avoir des jolies métriques. Alors moi, forcément, c'est pour le... Donc j'ai pas énormément de données, mais on peut voir que on peut voir toutes les métriques. Ça fait des jolis camemberts, voilà, des jolis diagrammes. Et ça souvent, les managers, ils adorent. Mais pas que. Pas que. Et nous aussi. On aime tous savoir ça. Et ça permet pour nous, développeurs aussi, de se dire, en fait, ok, mon application, est-ce qu'elle est en bonne santé? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Qu'est-ce que je peux traiter en premier? Parce que ça nous permet aussi de prioriser les anomalies. Si on a 5 anomalies critiques, comme on a pu le voir sur l'image d'avant, on va peut-être plutôt se concentrer sur les critiques que sur les lots, même si les lots sont beaucoup plus simples à corriger. Donc voilà, ça permet de faire tout ça. Par contre, comme je l'ai dit, là c'est vraiment un gros warning. C'est que ça paraît vachement bien, mais c'est extrêmement compliqué à mettre en place parce que... C'est là où on revient sur l'adhésion du top management, parce qu'on a besoin d'avoir une feuille de route autour de ces outils, d'avoir également une maintenance de ces outils, une évolution, des montées de version. Voilà, c'est pas des outils qu'on pose et qu'on arrête de s'en occuper très rapidement. C'est vraiment une chaîne qui doit être gérée par une équipe à part entière. Et du coup, à intégrer, ça va être beaucoup d'automatisation à faire parce Tout que à fait. si on ne le fait pas et qu'on dit aux développeurs, en fait, à chaque fois que vous créez un projet, c'est à vous d'aller faire le lien entre les outils en mettant des propriétés ou des paramètres sur des fects de jeu ou dependency track. Ça devient trop chronophage. Ça devient chronophage et les développeurs, ils ne le font pas. Et même si on les engueule, ils ne le font toujours pas. Et c'est pas le but. Le but, c'est d'automatiser le tout. Et le but, comme on le disait au début, c'est que ça soit plus une contrainte, mais que ça soit dans le workflow et que ça coule naturel. Donc pour ça, il y a un petit peu d'automatisation à faire. Voilà. Paf. Et voilà pour Defect Dojo. Et du coup, on peut voir que tout s'est bien passé et qu'il est bien allé mettre à jour Dependency Track et Defect Dojo. Donc c'est parfait. Tout ce que je vous ai montré là, alors c'est vachement bien, ça marche. Nous, on l'utilise de manière quotidienne. Aujourd'hui, pour les possesseurs, les heureux possesseurs de la version Ultimate de GitLab, tout ça, c'est intégré dans GitLab. C'est bête à dire. Une grosse partie, oui. Je vais peut-être l'avoir parce que pour vous, j'ai démarré mon essai Ultimate Trial. Hop là. Donc on a un joli security dashboard, donc on peut voir les évolutions. Et du coup, on va pouvoir voir les évolutions de vulnérabilité. Donc là, on voit qu'il a vu qu'il y avait mon petit secret. J'ai fait des tests, du coup, il y a d'autres types de secrets qui sont remontés. Dependency list, je ne pense pas qu'il les voit parce que je ne l'ai pas configuré. Mais du coup, on peut avoir l'équivalent de dependency track et l'équivalent de defect dojo en beaucoup plus simple à mettre en place. Et comme GitLab, ils sont super sympas, en fait, ils ont mis plein de composants prêts à être utilisés où on n'a plus qu'à pimper le stage
lui dire, en fait, le GitLeaks, je veux qu'il passe sur le stage audit à la place de test, enfin, ces choses-là. Et du coup, tout remonte et c'est vachement bien, c'est vachement pratique. Ça permet de voir, là, comme on peut le voir, tous les événements qu'il y a eu. Enfin, c'est vraiment super sympa. Et surtout, ça permet de poser des policies. Oui. Parce que GitLab CI, pour ceux qui en font, en fait, c'est dans un fichier qui est dans le projet. Et du coup, rien n'empêche un développeur un petit peu malin de se dire oh là là, moi, Sonar, ça m'embête un peu. Et si je l'enlevais? Ou est-ce que je ne mettrais pas en only sur une branche un peu obscure? Comme ça, Harness ou R2 DevOps, ils vont passer et puis ils vont voir, il y est, c'est bon, ça marche. Mais en fait, ils passent jamais. Donc les policies, ça sert à ça. Ça permet on crée un fichier de CI, on lui assigne une policy, et après, tous les projets qui rentrent dans la policy, ils vont appliquer la CI, et le développeur, il n'aura pas vraiment son mot à dire. Ça permet de cadrer les choses, voilà. En fait. Je ne dis pas qu'il faut enlever la possibilité aux développeurs de s'exprimer, hein. Mais il y a des fois, il faut limiter le canevas, on va dire. Donc voilà, pour la démo. Hop là. Piouf. Et on est là. Donc, le petit retour d'expérience. Alors, nous, de notre côté, on a mis en place cette approche avant même le staging pour bloquer les vulnérabilités critiques. On a en gros permis d'accompagner les devs en acteurs de la sécurité et plus la subir, de gagner en autonomie et en automatisation de la conformité. C'est pas simple, il faut du temps, il faut de la pédagogie. Nous, on a mis en place des workshops, des guildes, des présentations. Voilà, c'est un travail au quotidien, en étroite collaboration avec la sécurité surtout, et les ops aussi. Faut régulièrement arbitrer entre la vélocité business et la sécurité maximale, puisque on va avoir des équipes de sécurité qui vont demander un maximum, alors qu'on va avoir le métier qui va vouloir aller rapidement sur une mise en production, alors qu'on n'est pas prêt, alors qu'on a des applications qui sont encore instables. Donc voilà, le but, c'est de faire évoluer la culture d'entreprise vers une sécurité qui soit intelligente. Donc voilà, garder un équilibre entre la vélocité et la sécurité. Et est-ce qu'on pourrait aller plus loin ? Et on peut. Et bien, donc, ce qu'on a pensé, c'est rajouter bien évidemment de l'IA, puisque c'est la techno du moment. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est une IA qui permettrait de détecter de façon proactive toutes ces menaces avant même qu'on les voit, couplé avec des environnements de sandboxing pour tester sans risquer la catastrophe au niveau de notre infrastructure. Et donc un DevSecOps qui soit fluide, intégré, presque invisible. Voilà. Et l'IA, on peut l'imaginer aussi pour le triage des anomalies. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, aujourd'hui c'est un travail qu'on fait à la main, donc en bonne entente avec le PO et la sécurité, ce qu'on vient de dire. On peut très bien imaginer demain, avec des modèles d'IA, dire en fait, nous, voilà, la criticité de cette application, elle est de temps, trie-moi les anomalies et mets-moi en prioritaire ce qui doit l'être. Et en fonction aussi du contexte de l'application. Parce qu'une anomalie critique, potentiellement, elle est critique pour du Linux, mais elle ne l'est pas forcément pour du Windows. Mais pourtant, elle va remonter en critique, parce que le score EPSS dont je parlais tout à l'heure, il est unique par anomalie. Voilà, le but, c'est que la sécurité soit plus une corvée, mais un réflexe naturel, rapide, efficace. Et bien voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de la question. On espère que vous allez repartir avec quelques idées, des outils ou déjà l'envie de tester tout ça. On mettra à dispo les repos avec les différents outils qu'on a déployés et également voilà, l'entièreté de tout ça. Et on est dispo si vous avez des questions. Merci beaucoup. Et un petit feedback, ça coûte rien. Du coup, est-ce qu'il y a des questions ? Ouais.
Merci pour la présentation. J'ai juste une question sur la partie GitLeaks. Est-ce que c'est pas trop tard d'analyser les secrets une fois que ça a été poussé sur Git, car c'est enregistré dans l'historique de Git Oui. du coup. Je suis tout à fait d'accord. Alors, donc c'est ce qu'on disait, le shift left, normalement c'est au plus tôt. Au plus tôt, ça veut dire que c'est directement sur le poste du dev. Là, le but, c'était de montrer la CI/CD. Bien sûr qu'il y a des hooks de pré-commit et qu'on peut faire tourner GitLeaks, c'est très, très, très fortement encouragé pour éviter que ça n'arrive jamais sur le Git. Parce qu'on sait bien, normalement, une fois que c'est rendu sur Git, bah ça y est. C'est ça. Même si on l'enlève le commit d'après. Ou sinon, il faut réécrire l'arbre, tout ça, mais c'est chiant et c'est risqué. Ok, merci. Bonjour et merci pour la présentation. Est-ce que vous ne pensez pas que d'avoir plusieurs outils, donc ça ralentit la pipeline, vous en avez mentionné, mais au niveau surcharge d'outillage en tous sens, fait qu'au final ils sont plus trop regardés et puis ils leur vivent dans leur petit coin. Moi je vois par exemple pour le sonar, honnêtement je l'ai mis en place chez nous, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en soucient. Je parle des développeurs, je parle pas d'autres personnes. Alors est-ce que trop d'outils fait qu'au final on est un peu noyé dans tout ça et au final on s'en fiche un peu? Alors, oui, je partage. Hein. Quand il y a beaucoup d'outils, c'est compliqué. D'où l'intérêt d'avoir mis en place un defect dojo qui permet de centraliser l'entièreté des retours et d'automatiser. Et derrière, alors là, on ne l'a pas mis en place pour notre démo, mais la CI, normalement, avec un certain taux de conformité, elle devient bloquante. Donc on ne peut pas aller plus loin dans la CI si on n'a pas une couverture de test unitaire à 70%, une taux sonar qui soit à 75%, etc. etc. Après, c'est défini selon les projets, selon les technos, comme je disais, avec des guildes. Nous, de notre côté, c'est comme ça qu'on fonctionne. On a une équipe d'environ 70 développeurs et 4-5 CDS. Donc les 70 développeurs, on fait régulièrement des guides pour définir les taux et les normes. Mais je suis d'accord, hein, si on demande à chaque personne d'aller voir 6-7 outils, c'est même pas la peine. Ok, merci. Voilà. Et je peux rajouter que, oui, par exemple, pour le cas de Sonar, je ne sais pas si vous avez essayé, mais il y a la décoration de PR qui existe. Oui. Et du coup, pour les développeurs qui sont plus habitués à aller sur GitHub ou GitLab, ça permet directement dans la MR ou PR, en fonction de l'outil qu'on utilise, d'avoir directement le rapport. Et du coup, si ça a planté, au moins, ils voient pourquoi et comment. Et ce que je peux vous inviter à faire aussi, c'est rajouter les petits badges. Alors c'est vrai que dans l'open source, on aime bien faire ça. Et souvent en entreprise, je ne les vois pas. Ça dépend des projets. C'est vachement pratique parce que d'un premier coup d'œil, on voit si notre branche, elle est nickel ou pas, et s'il y a des problèmes, savoir sur quel outil c'est remonté. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous parliez tout à l'heure d'arbitrage, sécurité max versus business. C'est un peu la guerre habituelle sur pas mal de sujets entre le business et la tech. Comment vous faites cet arbitrage? Et qui décide in fine? Parce que c'est bien de faire en bonne intelligence, et ça, sur la théorie, on est tous d'accord, et c'est super cool. Et dans la vraie vie, c'est rarement aussi simple. Généralement, pour les arbitrages, chez nous, on a le tech lead, l'archi, la sécu et le business, enfin le métier, qui vont chacun exposer en gros leurs besoins, et la sécurité donc qui va exposer également leurs conditions qui sont rédhibitoires. Hein. Généralement, on arrive à trouver un arrangement avec un plan d'action. Très souvent, on peut déployer avec quelques failles de sécurité, sous réserve d'avoir, dans les 15 jours, 3 semaines, 1 mois, un plan d'action qui permet de résorber cette dette. Mais généralement, on essaie de travailler en bonne intelligence. En gros, c'est vraiment ce qui va nous rapporter du business ou pas. Si c'est une application qui n'est pas critique, en termes de business, on va d'abord faire de la qualité. Si par contre, on a un ROI extrêmement important, une perte de business extrêmement importante si on le déploie 15 jours, une semaine plus tard, on va privilégier le déploiement et on fera un hotfix très rapidement derrière. Mais généralement, on arrive à trouver en bonne intelligence. Et si vraiment on n'arrive pas, on fait appel au top management. Ils sont là pour ça. D'où l'adhésion du top management. Voilà. Parce que c'est à eux de tracer cette feuille de route, en fait. De donner les moyens humains, investissement logiciel et humain, et de tracer la feuille de route de sécurité.
Bien sûr. Ah bah avec 3 cacahuètes, on fera rien. S'ils sont pas convaincus, ça sert même à rien de faire quelque chose. Mais bon, nous on a de la chance. Chez IMA, c'est un sujet qui prenne vraiment à cœur. Et de toute façon, les entreprises, de manière assez générale, tant qu'il n'y a pas eu, c'est français voire même humain, tant qu'il n'y a pas eu de pépin, la sécurité c'est jamais trop une priorité. Dès qu'il y a eu le premier pépin, souvent le budget sécurité augmente et plus il y a de pépins, plus le budget augmente exponentiellement. Et encore plus quand les copains du coin ont eu des problèmes, on ne veut pas que ça nous arrive. Vous avez d'autres questions ? Merci pour la présentation. Par contre, moi je me pose une question. Si je mets une pipeline aussi longue à mes devs, ils vont me tuer. Alors. Donc, est-ce qu'il y a de la parallélisation? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce qu'un développeur, si la pipeline ne passe pas dans la minute, il va se mettre à crier. Et j'en ai déjà eu qui m'ont fait le coup. Alors, la minute, ils sont extrêmement exigeants. Hein. Très exigeants. Chez Thales, ça rigole pas. C'est ça, ça rigole pas chez Thales. Non, alors je peux montrer vite fait un petit bout de code. Je ne suis pas passé dessus, mais en gros, toute cette pipeline-là ne passe pas tout le temps, évidemment. Par exemple, on va avoir du... Je vais trouver un endroit. Là, par exemple, Sonar, il passe uniquement sur les branches main, sur les merge request, sur les branches request. C'est mieux si tu mets sur le diapo. Et oui. Il faut que j'arrête le diapo avant. Je pensais que ça l'avait arrêté. Hop là. Non, je vais y arriver. Faut que tu bouges sur la page. Oui, mais c'est que je l'avais mis en grand, c'est pour ça. Hop là. Touc. Donc là, on voit que ça passe que sur les main, merge request, release et feature. J'ai repris un peu la nomenclature de chez nous. Bien sûr, ça c'est adapté en fonction de vos méthodologies, de vos besoins. Donc, bien évidemment, le OWASP-ZAP, on ne le fait pas passer, sinon ça serait insoutenable, même pour nous qui adorons la sécurité. Après, c'est une question de granularité à trouver, hein. Et avec les équipes, et soyons honnêtes, hein, ça se teste. On teste, on en met beaucoup, on réduit un petit peu, on trouve le bon timing. Et généralement, après par contre, en moins d'une minute, il n'y a pas beaucoup de pipelines qui passent en moins d'une minute. En tout cas, pas chez nous. Hein. Non, parce qu'on fait beaucoup de Java. On fait beaucoup de Java, oui, c'est vrai. Merci. Merci à vous. Une dernière question? On a encore une minute. Ou pas. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci au White Camp. Et merci à IMA.